Bonjour, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous expert du mois de mars. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Pierre Martin qui va nous parler de menuiserie extérieure et autres DTU 36.8. Mais auparavant, quelques petites précisions pour les nouveaux arrivants. Pardon. Donc ce séminaire en ligne vous permet de poser toutes vos questions. Sur la droite de votre écran, vous avez un petit bloc qui porte le nom de questions chat. Donc n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de cette présentation et nous répondrons à vos questions à la fin de cette session. Nous sommes donc, je l'ai dit, avec Pierre Martin. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste national façade légère, ouvrage verrier, menuiserie extérieure à la Pave et également président du groupe spécialisé numéro 6, qui est plus connu pour formuler les avis techniques des composants et B. Un véritable spécialiste donc. Je vois que tout est en place. Les derniers participants viennent d'arriver, donc je pense que je vais laisser les paroles à l'expert. C'est à vous. Voilà. Bonjour tout le monde. Eh bien, allons-y. Alors, donc je vais vous présenter. Alors, attendez, il faut que je me le fasse. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, en fait, sur cette petite heure de présentation, je vais vous parler rapidement du marché de la fenêtre pour savoir quelle est l'ampleur du sujet. Je vous rappellerai quelques définitions qui concernent les fenêtres, quels sont les paramètres pour choisir une fenêtre, et puis ensuite on parlera de règles de conception en travaux neufs et en travaux de rénovation. Alors, le marché de la fenêtre, là, ce sont des données qui sont issues de Bâti Études, mais aujourd'hui en France, on tourne à peu près autour de 10 millions de fenêtres posées en France. Les données vont jusqu'à 2012 pour l'étude de Bâti Études. A priori, aujourd'hui, en 2014, il y a quand même eu une chute, on serait autour des 9 millions. Mais voilà, ça représente quand même une quantité importante, avec à peu près 10% qui vient qui est issu de l'importation. Alors, les fenêtres, en fait, aujourd'hui, la répartition, elle se fait à peu près entre les constructions neuves et la rénovation. On voit, si vous regardez la colonne de droite, voilà, sur 2012, et puis a priori sur 2014, ça n'a pas réellement changé, mais on est à peu près à 30% des constructions neuves et 70% en fait sont posées en travaux de rénovation. Sur les constructions neuves, l'essentiel se fait en maison individuelle. Même en rénovation, vous voyez, en rénovation on est à 50%. Et puis voilà, la part de résidentiel en fait sur la rénovation c'est 70%. Hein. Donc vraiment le secteur d'activité concerne le résidentiel et surtout la maison individuelle. Alors, donc je vais vous parler maintenant des définitions. Alors en 2 mots très rapidement, hein, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre PVC, aluminium, bois, fenêtre mixte. On va voir les différents types d'ouverture, les différents vitrages qui peuvent équiper les fenêtres et les protections solaires. Alors les fenêtres PVC, on les retrouve donc en ouvrant en châssis à frappe, là comme on peut le voir sur le détail de gauche, ou en coulissant sur le détail de droite. On retrouve donc c'est du PVC rigide, PVC U, essentiellement en couleur blanche pastel. Et puis après, il y a des techniques qui permettent d'avoir des fenêtres colorées, soit en pigmentation dans la masse, ou alors avec des techniques de co-extrusion d'une couche de PMMA ou de plaquage de film PVC. Le PVC domine le marché en France avec 61% du volume à peu près et 45% en valeur. Donc ça c'est toujours des données qui sont issues de Bâti Études. Ensuite, les fenêtres en aluminium à rupture de pont thermique. Donc là, les fenêtres en aluminium à rupture de pont thermique. Alors le pont thermique, c'est les petites barrettes là qu'on voit sur les profilés. En fait, elles permettent
couper la conductivité du profilé métallique, et donc ça apporte une amélioration thermique. Alors ces barrettes sont réalisées soit en polyamide ou PVC, ou rarement, enfin en France, polyuréthane. L'avantage, l'aluminium peut être lui soit anodisé, soit thermolaqué, et également thermolaqué bicolore, donc avec une couleur sur la partie intérieure et une autre sur la partie extérieure. Donc là, on retrouve bien sûr des ouvrants à frappe et des ouvrants coulissants. Sur les ouvrants à frappe, une technique s'est développée, ce qu'on appelle les ouvrants cachés, qui permettent de ne pas voir en fait le profilé ouvrant vu de l'extérieur. Donc ça permet de réduire les masses de profilé. Alors l'aluminium représente 23% en volume et 36% en valeur. Donc la part de l'aluminium augmente ces derniers temps. Après les fenêtres en bois, donc les fenêtres en bois, on va retrouver des fenêtres en bois nues complètement, comme sur le dessin de gauche, partiellement protégées ou alors complètement protégées à l'extérieur par un capotage en aluminium. Bon, alors ce qu'on appelle une fenêtre mixte bois-aluminium. La part des fenêtres en bois donc est de 13% en volume et 15% en valeur. Le dernier type de fenêtre, donc ce sont les fenêtres mixtes, donc les bois aluminium qu'on vient de voir, et puis après il y a plusieurs types de mixtes. On peut avoir du bois PVC, du bois aluminium, de l'aluminium mousse alvéolaire bois. En part de marché, donc il y a une augmentation avec 3% en volume et 5% en valeur. Donc ce qui reste quand même petit. Alors, rapidement, les différents types d'ouverture. Ah, attends, par contre, je m'entends dans le micro. Ouais. Donc, on retrouve, alors, essentiellement, donc les fenêtres à frappe. Alors, les ouvrants à la française, comme on voit beaucoup, bien sûr, en France, qui représentent à peu près 50% des ouvrants qui sont posés aujourd'hui en France. Les oscillobattants qui augmentent avec 26%. Donc l'oscillobattant, c'est une fenêtre qu'on peut à la fois ouvrir à la française ou alors en soufflé. Donc après, on retrouve les ouvrants à l'anglaise comme on ouvre vers l'extérieur, les ouvrants à souffler. Donc ça, c'est des types d'ouvrants qu'on retrouve quand même pas beaucoup en France. Bon, l'ouvrant accordéon, là, on en voit quand même pas, très peu. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des ouvrants alors coulissants ou oscillo-coulissants, qui représentent 14% des parts de marché. Voilà. Et tout le reste, on est à 7%. Alors, maintenant, je vais vous parler rapidement des vitrages qu'on va mettre dans ces fenêtres. Donc, les vitrages sont donc à base de verre, de silicate sodocalcique. Ces vitrages vont être transformés pour pouvoir être intégrés dans les fenêtres. Alors, on a des vitrages avec traitement thermique, donc les vitrages sont soit recuits, soit durcis, soit trempés. Et puis ensuite soit monolithique, feuilleté ou isolant. Alors le vitrage feuilleté, c'est simplement un assemblage de deux vitrages. Entre les deux, on va mettre un intercalaire. Et donc le but, c'est pour apporter certaines caractéristiques, soit de sécurité ou soit acoustiques. Il existe différents types d'intercalaires, bien sûr. Un autre type de transformation est bien sûr le vitrage isolant. Donc le vitrage isolant, c'est un assemblage hermétique et le but est d'encapsuler un volume d'air et aujourd'hui plutôt de gaz. Le gaz qu'on retrouve principalement, c'est de l'argon. Et donc la difficulté du vitrage isolant, ça va être de créer la barrière hermétique de manière à ce que le gaz, bien sûr, ne s'échappe pas et qu'il n'y ait pas de vapeur d'eau qui rentre pour éviter la condensation dans le vitrage isolant. Donc on retrouve deux principales familles, les vitrages à double barrière avec un espaceur soit métallique ou soit en matériaux de synthèse, qui permettent d'améliorer le psi linéique, c'est-à-dire qui diminue en fait le pont thermique
qu'on peut avoir avec un intercalaire métallique. Alors le but de ça, donc ce que je vous l'ai dit, c'est d'éviter à la vapeur d'eau de passer. Donc on va avoir un mastic butyl de chaque côté pour avoir un système bien imperméable, enfin à la vapeur d'eau, et puis un mastic de scellement pour coller les deux vitrages. Le deuxième type de vitrage isolant, c'est avec un espaceur préformé, collé, qui a un ruban à base de PDM ou de silicone qui contient un déshydratant. Alors dans les deux types de vitrage, il y a un déshydratant qui est inséré dans l'intercalaire de manière à absorber l'humidité résiduelle qu'il y a dans la lame de gaz. On peut, comme vous voyez sur la photo, insérer des cellules photovoltaïques ou n'importe quel autre type d'une sérigraphie, par exemple, à l'intérieur d'un vitrage feuilleté. Et donc, on vient encapsuler des cellules entre deux films d'intercalaire. Alors, toujours dans la transformation, on parle de vitrage à couche. Donc, le vitrage à couche, c'est un vitrage sur lequel on vient faire un dépôt d'une couche mince et solide de matériaux inorganiques. Alors, les couches, alors il en existe de diverses solutions. L'intérêt, c'est que les couches vont avoir un impact sur la transmission lumineuse, sur le facteur solaire et puis sur l'aspect des vitrages. Alors, quelques termes. L'émissivité, c'est la capacité d'un vitrage à réfléchir le rayonnement infrarouge dans les grandes longueurs d'onde. Donc, comme on le voit sur l'image, ça serait un corps de chauffe, donc les longueurs d'onde, les longues longueurs d'onde d'infrarouge émises sont réfléchies à l'intérieur du local et ne sortent pas à l'extérieur du bâtiment. Les vitrages à contrôle solaire, en fait, le contrôle solaire, il est caractérisé par le facteur solaire. Donc le facteur solaire, c'est un coefficient, et donc ce coefficient, plus il est bas, moins la chaleur traversera le vitrage. Donc des vitrages à facteur solaire bas, en fait, permettent de limiter la consommation de climatisation l'été, puisque moins de chaleur va traverser le vitrage. Un complément à un facteur solaire, ça serait par exemple d'apporter une protection solaire extérieure par des stores, par exemple. Voilà, donc pour réaliser ces vitrages à contrôle solaire, soit on utilise des vitrages teintés dans la masse, enfin ça c'est une technique qu'on n'emploie plus tellement, on utilise des couches réfléchissantes ou des couches sélectives. Alors, une autre technique de vitrage, alors c'est plutôt un système de fenêtres multiparois. C'est ce qu'on appelle les systèmes de fenêtres respirants. Alors, l'intérêt, en fait, un système respirant, pardon, c'est donc un ensemble menuisé complet dans lequel est inséré côté intérieur un vitrage isolant. On crée une lame d'air qui est délimitée par le vitrage isolant intérieur et le vitrage extérieur simple, dans lequel on vient loger un store vénitien. Alors, le but et le système de respiration, c'est que lorsque le bâtiment est en dépression, est en surpression par rapport à l'extérieur du bâtiment, l'humidité qui vient de l'intérieur va vouloir pénétrer dans cette lame d'air, et donc le but, c'est que avec une chute de température, c'est de s'éviter la condensation qu'il pourrait y avoir sur le vitrage extérieur, et donc l'idée est d'avoir des filtres qui permettent la diffusion de la vapeur d'eau sans mouvement d'air. Et donc le principe est d'équilibrer les pressions partielles de vapeur d'eau pour éviter la condensation. Alors l'intérêt des façades respirantes, des systèmes de fenêtres respirantes, c'est que ça apporte un gain sur les performances acoustiques et thermiques des fenêtres. Ça permet d'avoir des stores qui sont encapsulés dans un volume et qui ne nécessitent du coup pas d'entretien. On n'a pas d'entretien sur les faces intérieures des deux vitrages, donc on se retrouve avec une fenêtre avec
un entretien à faire sur la face intérieure et face extérieure comme sur un vitrage isolant. Donc voilà. Alors cette technique-là doit être bien encadrée. Pour ça, la fabrication, il y a des principes de fabrication qui sont assez stricts à respecter, notamment au niveau de l'étanchéité à l'air, du cadre. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, cette technique est couverte. Alors il y a un cahier de conception. Un cahier du CSTB qui va paraître bientôt pour cadrer bien la conception de ces systèmes-là et qui demain va imposer un suivi de fabrication par un tiers pour les fabricants de ces systèmes respirants. Voilà. Alors, on retrouve également les systèmes toujours de fenêtres multiparois, les systèmes ventilés. La technique est à peu près identique, c'est-à-dire qu'on a un vitrage isolant intérieur, un vitrage simple extérieur, on vient mettre un store à l'intérieur, mais par contre cette fois, on va créer une convection dans la lame d'air, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une entrée d'air en partie basse, une évacuation en partie haute. Voilà, et le but est toujours d'évacuer l'humidité qui pourrait être dans cette lame d'air, de manière à éviter d'avoir de la condensation sur le vitrage extérieur. Alors, alors bien sûr, s'il y a une convection, on va avoir des performances thermiques qui seront un peu plus faibles que sur du respirant, et ça nécessitera le fait d'amener de l'air. On va amener des poussières. Avec les systèmes de façade respirante, on a des filtres qui évitent. On n'a pas de mouvement d'air, donc on n'a pas d'air qui circule et donc pas de poussière. Là, on peut avoir des dépôts sur les vitrages, donc on va avoir nécessité d'entretien des 4 phases de vitrage. Donc ce type de fenêtre est muni souvent d'un système d'ouvrant secondaire à l'intérieur de l'ouvrant pour pouvoir accéder au store et puis à la face intérieure des vitrages pour les nettoyer. Alors rapidement, donc ces vitrages sont soit pris en feuillure. Donc ce qu'on appelle la prise en feuillure, c'est le vitrage qui est pincé sur un cadre et le vitrage est maintenu par ce qu'on appelle une part close là. Voilà, et on a toujours un résilient entre les deux, un joint. On a la technique des vitrages collés. Les vitrages sont soit collés par mastic dit structurel ou alors par ruban adhésif structurel également, bien sûr. Alors, les protections solaires qu'on peut retrouver sur au droit des fenêtres, on a bien sûr les stores intérieurs. De plus en plus, aujourd'hui, ça revient avec des exigences thermiques et puis de facteurs solaires, on en a parlé. Donc, des stores extérieurs ou alors des stores intégrés. Donc, soit respirants et ventilés, on en a parlé, mais également, on retrouve des systèmes de stores intégrés dans des vitrages scellés. Voilà, donc c'est un vitrage isolant dans lequel on a placé un store vénitien. Alors en protection solaire, on retrouve également les fermetures. Donc les fermetures, on a bien sûr les volets battants, les volets coulissants, les persiennes, jalousies et les volets roulants. Alors sur les volets roulants, ils doivent être logés dans, et puis bien sûr les brises soleil orientales, dit les BSO. Alors les volets roulants sont intégrés dans des coffres. Alors en travaux neufs, on retrouve le bloc B classique, le coffre qu'on voit beaucoup, c'est le coffre en PVC. On peut avoir des coffres menuisés, des coffres intégrés dans le linteau de la fenêtre, et puis une technique qui se développe bien actuellement, c'est les systèmes de demi-linteau. Donc on a un demi-linteau qui est réalisé en éléments maçonnés, et un demi-linteau qui est réalisé bien souvent en PVC, côté intérieur. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de s'éviter la fissuration au droit de la maçonnerie. Voilà. Et puis en partie basse, ce que vous avez, c'est des coffres de rénovation qui sont rapportés après coup. Alors, donc voilà rapidement pour les quelques définitions. Maintenant, je vais vous parler un peu des paramètres de choix des fenêtres. Alors, on a, je vais vous le dire rapidement. Donc, on a bien sûr l'aspect, on a les critères de coût. Alors là, ces 2 points, je les développerai pas. Un critère important, ça va être la durabilité, et puis toutes les performances qu'on va attendre. Donc, performance d'étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air, résistance au vent, performance thermique, acoustique.
Et puis, les autres critères sont soit des critères réglementaires, donc comme l'accessibilité PMR, bon, bien sûr la stabilité, et puis des critères de sécurité d'utilisation, puis après on verra sur la sécurité des personnes en cas de séisme, d'incendie, de risque de chute, etc. Alors, la durabilité, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir une fenêtre qui a ses performances, mais nécessairement, on va avoir besoin de systèmes avec des matériaux durables et des critères qui vont pouvoir nous assurer que les performances qui ont été mesurées à l'état initial sont des performances durables. Alors, pour ça, le DTU 36.5 dans sa partie 1.2 fixe des critères de choix des matériaux. Et dans cette partie-là, le DTU va vous indiquer quels sont les attendus pour le PVC, l'aluminium, le bois, enfin voilà. Alors donc bon, je vous ai mis des images, mais en gros, on fait bien sûr des essais de vieillissement sur les matériaux, sur les joints, sur les assemblages, enfin voilà, sur toute la conception. Donc ça, c'est lié aux matières, au vieillissement des matières. Après, ce que fixe le DTU, c'est également des critères pour la conservation des performances. Et en France, on a deux exigences essentielles. C'est d'avoir absolument une garde à l'eau au droit des traverses basses des profilés et de créer un équilibrage de pression, c'est-à-dire qu'on vient faire un petit trou en partie basse, donc ce qu'on appelle le drainage, un petit trou en partie haute, de manière à avoir un équilibrage de pression. C'est un peu comme une seringue. Quand on enlève la partie amovible de la seringue, l'eau s'évacue gravitairement. Et bien là, le but, c'est d'équilibrer les chambres de pression qui sont intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur, donc de les équilibrer avec l'extérieur pour que l'eau s'évacue gravitairement. Voilà. Alors, par contre, je m'entends dans le micro là. Ça recommence. Ouais. Alors, l'évaluation de ces systèmes-là, on retrouve pour les fenêtres en aluminium et en PVC une procédure qui s'appelle les documents techniques d'application qui sont émises par la CSFAT, donc c'est la commission en charge de formuler les avis techniques. En l'absence de normes de conception, en fait, ce sont des évaluations qui permettent de s'assurer de la conception d'un système. Pour les systèmes de fenêtres bois, la conception est normalisée, il y a des normes de conception. Il y a également le FCBA qui fait des missions d'homologation de gamme. En fait, il vérifie la conception de la fenêtre, la conformité à la norme. Et puis après, l'étape d'après, sont les marques de qualité qui sont, elles, sur les produits finis. Donc on retrouve par exemple, la marque NF fenêtre PVC, NF fenêtre bois, aluminium, à rupture de pont thermique. Le SNFA a également créé le label fenêtre Alu. Voilà, il y a plusieurs marques de qualité qui existent comme ça. Alors, maintenant, sur les performances d'étanchéité à l'eau, de perméabilité à l'air et de résistance au vent, bien c'est ce qu'on appelle les essais AEV qui sont réalisés selon des normes européennes. Et donc, dans le DTU, la partie 3, en fait, nous indique comment choisir la fenêtre en fonction de la hauteur du bâtiment, de la région et de la catégorie de terrain dans lequel se trouve le bâtiment. Alors, il faut faire attention, bien sûr, aux grandes dimensions. Dès lors qu'on sort des standards, eh bien, il y a les performances qui doivent bien être vérifiées. Donc, le but, c'est de recréer en laboratoire un caisson sur lequel, en gros, on soumet du vent et on envoie de l'eau et on regarde jusqu'à quel degré la fenêtre est étanche ou est perméable à la vapeur, est perméable à l'air. Alors, autre paramètre, les performances thermiques. Donc, la performance thermique est caractérisée d'une fenêtre, elle est caractérisée par les coefficients de transmission surfacique, donc le UW, le facteur solaire, on en a parlé, la transmission lumineuse, donc c'est la quantité de lumière qui passe à travers la fenêtre. La réglementation thermique 2012 impose des surfaces minimales dB, et elle a un impact sur l'étanchéité à l'air de la fenêtre posée.
les exigences de l'ART 2012 sont sur le global, hein, sur la perméabilité à l'air de l'enveloppe. Avec par exemple, pour les maisons individuelles, on a un objectif de 0,6 m3 par heure par mètre carré pour les maisons individuelles et de 1 m3 par heure par mètre carré pour les bâtiments d'habitation collectif. Alors, si on regarde les fenêtres, par rapport au classement EEV qu'on fait, donc ça se passe sous 4 Pascal, et donc on s'aperçoit si on veut avoir une fenêtre qui respecte ces critères-là, sachant que l'objectif il est sur la globalité de l'enveloppe et pas sur le produit, mais disons qu'on met toutes ces chances de son côté si on choisit des produits déjà qui ont des niveaux, voyez, de 1, donc des fenêtres à 3, à 4 pour pouvoir répondre à ces essais-là. Pour les coffres de volets roulants, vous voyez que à partir de ces trois, on commence à avoir des perméabilités, des débits de fuite qui sont intéressants. Et donc, les essais de perméabilité à l'air ont fait évoluer les fabricants de coffres qui aujourd'hui proposent des coffres qui sont C3 ou C4. Alors bien sûr, la mise en œuvre est très importante pour respecter les critères de perméabilité à l'air. Et donc aujourd'hui, si on respecte vraiment le DTU 36.5 avec des produits de calfeutrement comme du mastic ou des mousses imprégnées ou des membranes d'étanchéité, on répondra aux exigences de l'ART 2012. Alors les fenêtres, bien sûr, elles sont caractérisées aussi pour leur performance acoustique. Donc là, lorsqu'on aura une voie classée, par exemple, sur un bâtiment d'habitation, on aura une exigence réglementaire, ou alors on pourra avoir, selon les établissements, un confort acoustique souhaité particulier. La fenêtre va également avoir un rôle pour l'accessibilité PMR, donc avec l'arrêté de 2006 et la circulaire de 2007. Alors on a plusieurs sujets. On a l'accessibilité des balcons, loggias et terrasses des bâtiments d'habitation collective ou maisons individuelles. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir, une personne à mobilité réduite devra pouvoir aller sur son balcon. Et donc l'objectif réglementaire, c'est d'avoir 2 cm entre le seuil de la porte-fenêtre et l'extérieur. Il n'y a pas d'exigence par rapport à l'intérieur. Alors tout ça, ça a conduit les fabricants à créer des seuils qu'on dit surbaissés et des contraintes un peu particulières pour les coulissants, l'espace entre les rails de coulissants, par exemple pour la personne qui a une canne, enfin de ne pas coincer, ou une roue de chariot de ne pas se coincer dans les rails du coulissant. Alors, la réglementation accessibilité joue également sur les fenêtres avec la hauteur des poignées, et donc les poignées de fenêtre doivent être positionnées entre 90 et 1,30 m. Donc là, ça va avoir un impact sur la conception de la fenêtre. Pour les portes extérieures aussi, avec un effort de poussée de 50 newtons va être demandé pour les parties communes des bâtiments d'habitation et ERP. Et puis des dispositions constructives, géométriques un peu particulières avec un espace pour que la personne à mobilité réduite puisse avoir accès à la poignée. Alors, dans le choix de la fenêtre, bien sûr, la fenêtre, il faudra qu'elle soit stable sous charge climatique. Donc là, les essais AEV vont nous donner l'indication de la résistance au vent. Les vitrages vont être calculés suivant le DTU 39 pour les vitrages plan feu dur ou suivant un cahier du CSTB pour les vitrages collés. Les protections solaires, alors il faudra apporter une attention toute particulière puisque les protections solaires, que ce soit les stores extérieurs ou les brises soleil orientables, les BSO, ces systèmes doivent être repliés à partir d'une certaine vitesse de vent qui est indiquée par le fabricant. Et donc lorsque l'on a un bâtiment collectif, un bâtiment de bureau par exemple, où on a beaucoup de protection solaire, c'est pour pouvoir replier ces stores, mais il faudra bien sûr qu'ils soient reliés à un anémomètre, un système de mesure de vitesse du vent en partie supérieure du bâtiment, de manière à pouvoir replier les stores si le vent dépasse la vitesse indiquée par le fabricant. Alors ces stores, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont peut-être être asservis à une GTB avec des capteurs de lumière en fonction de l'orientation du soleil. Et donc ces stores vont devoir résister à une endurance de cycle d'ouverture-fermeture. Donc il faudra bien choisir le bon store en fonction du scénario envisagé par la GTB.
Alors, en parlant de stabilité, donc ça c'est on a vu sous charge climatique, on parle aussi de stabilité, de sécurité d'utilisation. Donc là, ça va être, on va faire des essais qui vont permettre de s'assurer que les ouvrants, bien, en gros, ne vont pas tomber dans des conditions d'usage normal des ouvrants. Donc, on va faire toute une batterie d'essais mécaniques selon des normes européennes, et le DTU 36.5, la partie 3, vous donne en fait les critères de choix de satisfaction aux essais. Alors il y a une norme qui est intéressante, notamment pour les portes extérieures, c'est la NFN 12400 qui donne, par exemple, vous voyez, en fonction de l'utilisation de la fenêtre ou de la porte, eh bien le nombre de cycles que doit satisfaire cette porte. Voilà. Donc si on voit par exemple pour un bâtiment, une entrée par exemple de faculté où il va y avoir beaucoup de trafic, eh bien on va faire des essais jusqu'à 1 million de cycles pour garantir la solidité des portes. Alors un autre critère de choix, ça va être la sécurité en cas de séisme. Alors là, c'est un objectif réglementaire. Aujourd'hui, l'arrêté du 22 octobre 2010 a rendu d'application l'Eurocode 8 qui définit surtout des exigences pour les structures de bâtiments. À cela, un guide sur les éléments non structuraux qui a été réalisé par le MEDE permet de définir qu'est-ce qu'on va appliquer pour les fenêtres. Alors, ce guide donne les grandes exigences essentielles et il a permis aux professionnels de rédiger ce qu'on appelle des fiches techniques, alors communes, COPREX, STB, SNFA, 49 et 50, qui définissent quelles sont les exigences sur les fenêtres. Alors aujourd'hui, pour une fenêtre isolée dont la surface du remplissage est inférieure à 4 mètres carrés, il n'y a aucune exigence. Par contre, dès lors qu'on a des fenêtres en bande filante horizontale, et bien là, on va avoir, en fonction de la zone de sismicité et de la catégorie d'importance du bâtiment, des exigences à respecter qui vont toucher les fixations et la nature du remplissage. Alors bien sûr, la sécurité en cas d'incendie va toucher les fenêtres. On va avoir des exigences réglementaires, notamment pour la propagation du feu par les façades. Alors les fabricants se sont regroupés pour faire des essais LEPIR, c'est des essais comme vous voyez comme la photo là, qui en fait permettent d'observer le temps de propagation du feu d'un niveau à l'autre, le temps que les pompiers puissent intervenir sur le bâtiment, attaquer le bâtiment. Et donc, il existe des solutions avec des fenêtres. Là, par exemple, c'est un exemple avec une fenêtre PVC et des panneaux opaques avec des caractéristiques de résistance au feu. Donc ça, c'est la réglementation, bien sûr, incendie qui fixe les objectifs. Les fenêtres peuvent avoir des exigences de résistance au feu, de réaction au feu particulières. Les ouvrants peuvent avoir un rôle pour les ouvrants pompiers avec des dimensions particulières, pour les ouvrants de désenfumage et pour les dégagements. Alors ces fenêtres, eh bien, on peut les mettre bien sûr avec une zone qui est en allège et qui va avoir un rôle dans la protection des personnes vis-à-vis des risques de chute dans le vide. Donc là, on a des normes qui s'appliquent. Et donc sur les vitrages, on vient faire au cas par cas et en fonction des configurations des essais où on envoie un sac de 50 kg qui tombe d'une certaine hauteur et qui reproduit un choc dit corps de choc mou. On a des exigences également en termes de sécurité vis-à-vis des risques de heurts. Donc ça, c'est dans les établissements qui reçoivent du public et les établissements les bâtiments de bureaux ou les parties communes de bâtiments d'habitation. Et en gros, au droit des portes et des parties attenantes, on a besoin de mettre des vitrages de sécurité. Donc vitrages de sécurité, ce sont des vitrages feuilletés ou trempés. Dans les écoles, on va avoir des exigences, par exemple dans les cours d'école, sur des hauteurs de 2 mètres. Dans les gymnases, avec ou sans jeu de ballon, bien sûr, on va vouloir avoir une certaine résistance des vitrages, avec toujours des vitrages feuilletés ou trempés. Peuvent s'appliquer également des exigences, alors ça c'est au cas par cas, de protection contre le vandalisme et l'effraction, protection contre les tirs d'armes à feu ou contre les déflagrations. Voilà.
Donc voilà, je vous ai retracé assez rapidement toutes les contraintes que peuvent être soumises les fenêtres. Maintenant, on va voir les règles de conception de la mise en œuvre, d'abord en travaux neufs, puis en travaux de rénovation. Alors, pour les travaux neufs, je vais vous présenter le principe. Alors là, je m'entends dans le micro. Le principe général. Et puis après, on verra un peu au cas par cas les exigences avec isolation par l'intérieur ou isolation par l'extérieur. Et notamment, on s'arrêtera avec les isolations par l'extérieur, puisque c'est une révolution que vit le bâtiment depuis quelque temps. Alors, les règles de conception en travaux neufs, les principes généraux. Donc, bon, une fenêtre, en gros, on doit absolument s'assurer de la compatibilité de la fenêtre avec les mouvements attendus de l'ossature. Donc, par exemple, une fenêtre ne doit pas monter, bien sûr, à un joint de dilatation. Donc, ça paraît évident. Et puis, on va s'assurer que sous la déformation de l'ossature primaire, eh bien, on ne vient pas écraser la fenêtre. Alors là, c'est un petit exemple avec de la neige, mais ça peut être sur des bâtiments de bureaux avec des bandes filantes, eh bien, un fléchissement de la dalle, un système, par exemple, de dalle champignon avec le béton, le sous-fluage du béton ou sous-charge d'exploitation, différentiel d'un niveau à l'autre. Donc, il y a toute cette étude qui est très importante, le plus en amont possible, pour s'assurer de l'adéquation entre le système de fenêtre et l'ossature. Alors après, au niveau de la conception du calfeutrement, alors tout ça, c'est un résumé en un slide du DTU 36.5. L'objectif, en fait, est de savoir quel est le plan d'étanchéité, quel est le support. Donc ça, c'est le plus important. Donc, par exemple, quand on a une isolation par l'extérieur, eh bien le support, ça sera le béton, le gros œuvre. Voilà. Donc une fois qu'on a le support, en partie basse, on va toujours demander d'avoir une garde à l'eau de 5 cm, de manière à ce que le calfeutrement qu'on va faire entre le dormant et la fenêtre ne baigne pas dans l'eau, et donc on aura toujours 5 cm qui sont imposés par le DTU. Après, il va falloir s'assurer de l'adéquation entre le produit de calfeutrement qu'on va mettre et les tolérances dimensionnelles du support et des formations du support. Donc, quand on réalise une baie en gros œuvre, le maçon a des tolérances à respecter. Le but, c'est de trouver le produit de calfeutrement qui permet de respecter ces plages. Donc, quand on est en mastic, le mastic a une plage qui va de 5 à 20 mm. Si le maçon respecte ces tolérances, bien à ce moment-là, on sera dans les tolérances, enfin, ça sera compatible avec du mastic. Pour une mousse imprégnée, il existe plusieurs plages d'utilisation des mousses imprégnées, donc il faut bien choisir sa plage et être bien sûr qu'on puisse faire tout le tour de la fenêtre avec cette mousse imprégnée, de manière à respecter toujours ces tolérances de gros œuvres. Donc un point important et fondamental, c'est que les baies soient réceptionnées avant la pose de la fenêtre pour soit reprendre, faire des dressages qu'on appelle des dressages, reprendre de manière à ce qu'on soit dans les tolérances qui permettent la mise en œuvre du produit de calfeutrement selon son cahier des charges. Quatrième point fondamental, c'est d'avoir une continuité sur les 4 côtés de la fenêtre. Donc là, on voit bien que le calfeutrement doit être bien continu. On doit être capable, avec son doigt, de faire tout le tour de la fenêtre sans lever le doigt. Donc là, par exemple, si on a une patte de fixation qui traverse le calfeutrement, mais il ne faut surtout pas faire ça, puisqu'on crée des points d'entrée d'eau. Et le dernier point, c'est la protection contre les eaux de ruissellement. Donc en partie haute des fenêtres, on va avoir une goutte d'eau ou un larmier, enfin quelque chose qui va éviter à ce que l'eau vienne solliciter le mastic, enfin le calfeutrement, pardon, qu'on a fait entre le dormant et le support. Et en partie inférieure, eh bien, ce même calfeutrement, on va le protéger par soit une bavette qui recouvre complètement l'appui, ou alors on recouvrira simplement au droit d'un rogingot, mais on a toujours une goutte d'eau qui recouvre le produit de calfeutrement.
Voilà. Alors, on vient mettre un Rogingo quand on ne veut pas avoir une bavette qui recouvre complètement l'appui. Mais par contre, si on a un enduit, ça nécessite d'avoir une goutte d'eau, elle aussi, qui protège l'arête supérieure de l'enduit. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un résumé très rapide en un slide du DTU 36.5, mais le principe, c'est ça. C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, bien sûr, ça serait un peu trop simple, mais quand même, le DTU 36.5, quand on est posé avec une isolation thermique par l'extérieur, eh bien, nous indique toutes les petites ficelles, parce qu'il y a des cas particuliers. Si le Rogingo, est-ce qu'on a un Rogingo ou est-ce qu'on n'a pas de Rogingo? Est-ce que le Rogingo est aligné ou non sur le tableau? Voilà. Et donc là, on a des petites dispositions constructives particulières à appliquer. Également, si la fenêtre est en applique sur 4 côtés ou sur 3 côtés. Bon. Voilà. Donc ça, je ne m'attarde pas là-dessus parce que l'isolation thermique par l'extérieur, c'est quelque chose qui date, pour lequel on est habitué en France. Alors, ah oui, alors ça, c'est un exemple. Alors attendez, excusez-moi, c'est que j'ai du son dans les écouteurs. Oui, alors là, voilà, pardon, excusez-moi, je vous ai mis quelques détails. Donc là, c'est un cas de pose en applique extérieur, toujours avec une isolation par l'intérieur, avec des exemples de pose avec des seuils handicapés. Donc là, vous voyez, on a deux cas. On a le cas avec le seuil surbaissé. Donc là, on a un seuil en fait extra plat qui fait 20 mm. Et donc l'objectif réglementaire, c'est d'avoir 20 mm maximum entre l'arête horizontale supérieure du balcon et la partie la plus saillante du seuil. Donc ça nécessite dans ce cas d'avoir des dalles sur plot côté extérieur, et donc côté intérieur, eh bien si on a une chape, ça permet d'avoir un alignement parfait entre l'intérieur et l'extérieur. À gauche, donc ça va bien quand on a des fenêtres à frappe. Voilà. Par contre, quand on a des coulissants, bien on a du mal à avoir des seuils de traverse basse de coulissants qui font 20 mm. Donc on va être obligé d'encastrer la traverse basse du dormant du coulissant. Et donc dans ce cas-là, eh bien ça nécessite d'avoir une réserve un peu plus importante côté extérieur. Et des dalles sur plot, donc du coup un peu plus hautes. Alors si on veut avoir le balcon qui est bien aligné avec la dalle intérieure, pour avoir les aciers tendus bien en partie haute, les aciers qui sont en traction sur le béton, et bien du coup on rehausse l'ensemble. Alors à côté intérieur, il y a deux objectifs. Si on veut avoir un seuil qui est parfaitement aligné de plein pied, on est obligé de faire une chape épaisse avec des compensations par isolant. Ou alors, si on s'arrête simplement à l'exigence réglementaire, on pourrait très bien avoir une marche intérieure et on respecterait la réglementation. Mais bon, ce qui ne serait pas tellement judicieux pour la personne à mobilité réduite. On peut bien sûr apporter un plan incliné. Mais bon. Alors un autre exemple, voilà, un petit peu plus en détail, c'est tout à l'heure je vous parlais du coffre 2000 Into. Donc là, vous voyez, c'est un coffre avec un élément maçonné, donc là qui est en brique de terre cuite, voilà, qui est comme ça. Et donc côté intérieur menuisé, on a également un 2000 Into qui se raccorde, donc qui raccorde l'étanchéité de la fenêtre aux gros œuvres, et qui vient fermer tout ça pour avoir une étanchéité à l'air à cet endroit-là. Voilà. Et là, on a le cas d'un coulissant avec un coffre, ce qu'on appelle les blocs B, le coffre qui est intégré à la fenêtre. Alors, quand nous sommes dans le cadre d'une isolation par l'extérieur, donc on a l'habitude d'appeler ça ITE, isolation par l'extérieur, isolation thermique par l'extérieur. Et dans le cas des ETIX, donc les ETIX, ce sont les enduits sur isolant. Donc enduit sur isolant, c'est qu'on a le mur, on a un isolant qui est collé ou fixé mécaniquement, et par-dessus, on a notre enduit en 2 couches qui vient sur cet isolant-là. Alors, quand on veut se raccorder avec la fenêtre, eh bien, il faut aller voir le cahier du CSTB 3709 qui a été révisé et une nouvelle publication va sortir dans quelques temps et qui donne les grands principes généraux
pour la liaison avec les fenêtres. Qui donne, en fait, l'intérêt de ce cahier, c'est qu'il donne les outils pour une parfaite coordination de travaux entre le lot façade ETX et la fenêtre. Alors, par exemple, il va indiquer... Je m'entends encore. Alors, il va indiquer les exigences essentielles pour la découpe des isolants. Par exemple, un isolant en plaque de polystyrène, il faut jamais avoir des coupes dans les angles parce que sinon on a des risques de fissuration. Donc, il faut que ça soit un panneau plein qui soit découpé. Donc ça, c'est une vue de face. Si on fait une coupe, l'isolant, on peut faire des grugeages de l'isolant, mais il faut, si on a des parties qui restent en porte-à-faux par rapport au dernier plot de colle, on a une certaine massivité à avoir pour éviter d'avoir trop de flexion dans l'isolant qui conduira à la fissuration. Donc ça, c'est intéressant puisque une fois qu'on a ça, on va se pouvoir bâtir des détails de liaison avec les fenêtres. Le cahier va donner également des indications sur les recouvrements nécessaires de l'isolant sur les dormants de fenêtres, de manière à limiter les ponts thermiques. Donc voilà. Alors, je vous propose maintenant de voir des détails. Alors, par exemple, ça c'est le cas d'une liaison entre une fenêtre posée en applique extérieure. Donc là, on a l'extérieur, là, c'est une coupe verticale ici. On a l'extérieur qui est sur la gauche. Et puis là, on a la coupe horizontale, donc avec l'extérieur qui est devant nous. Alors la fenêtre, elle est en applique extérieure, c'est-à-dire qu'elle est plaquée contre le gros œuvre extérieur. Alors, donc là, la particularité, c'est que donc on veut avoir la continuité entre l'isolant et le dormant. Donc là, on a bien le cas. Alors, ce que va nous donner le cahier, et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'enduit, en fait, doit se retourner la fenêtre, elle est calfeutrée sur le gros œuvre. L'étanchéité, le clos est couvert, en fait, est assuré par la paroi, mais la jonction, le calfeutrement se fait toujours sur le gros œuvre. Voilà. Ensuite, on a l'enduit, et l'enduit va se retourner, même sous les bavettes et sur les côtés, contre la fenêtre, et on va réaliser également un calfeutrement, donc là qui sera à la charge du façadier, de manière à éviter à l'air de rentrer dans l'isolant qui pourrait conduire en fait à un faïençage de l'enduit, c'est-à-dire un marquage des plaques puisqu'on aurait de la condensation entre les plaques. Donc là, ce qu'il y a d'important, c'est que les enduits se retournent bien contre les fenêtres. Ensuite, le façadier, lui, va mettre une bavette qui sera fixée contre la fenêtre sur un espace qui sera bien ménagé exprès pour ça, et la fenêtre comportera, elle, une bavette, un rejet d'eau qui fera tuilage avec la bavette du façadier. Alors vous voyez que le dormant, il a une forme particulière, là, c'est qu'il a ce qu'on appelle une rehausse. Et donc ces techniques-là conduisent les fabricants de fenêtres, et notamment les gamistes, qui réalisent les conceptions de fenêtres, donc les conduisent à créer des profilés particuliers qu'on appelle des rehausses afin d'intégrer ces fenêtres avec des isolations par l'extérieur. Voilà. Alors une particularité, et là où il faut faire très attention, c'est que l'ouvrant, vous voyez là c'est une coupe horizontale, va venir battre sur le tableau de la baie. Et donc il faut équiper les fenêtres de limiteurs d'ouverture puisque sinon la fenêtre vient battre avec un risque d'arrachement des pommelles par un choc un peu violent, un coup de vent, voilà. Et puis aussi pour éviter d'abîmer les arêtes des tableaux. Voilà. Donc là vous avez un exemple de mise en œuvre avec un balcon qui a un rupteur du pont thermique. Et toujours une rehausse. Alors un autre exemple, la fenêtre, cette fois, elle va être posée au nu extérieur, en tunnel, mais au nu extérieur. Donc là, on a la coupe horizontale basse, voilà. Et donc là, ce que va nous dire le cahier, c'est qu'il faut avoir un recouvrement minimum de l'isolant sur le dormant de 25 mm. Donc ça va nous conduire à créer des profilés exprès qui font partie entièrement du dormant de la fenêtre. Et donc ça, c'est une évolution des fenêtres aujourd'hui. Les gamistes, on développe ces profilés-là et on en retrouve aujourd'hui sur le marché. Voilà. Et donc on retrouve bien notre enduit qui se retourne contre la fenêtre. On a
calfeutrement de la fenêtre sur le gros œuvre, on a le calfeutrement de l'enduit qui vient sur le dormant de la fenêtre, on a la bavette du façadier et le rejet d'eau de la fenêtre pour protéger l'arête supérieure de la bavette du façadier. Voilà. Voilà, donc on peut intégrer des coffres de volets roulants. Donc dans ces cas-là, le cahier, alors avec la prochaine mouture qui va sortir très très bientôt, nous donne des indications. Donc là, on peut mettre des tôles ou autres qui permettront de coller, de réaliser un dernier plot de colle de l'enduit sur l'isolant, sur un élément rapporté côté extérieur. Voilà. Puis toujours des limiteurs d'ouverture pour éviter d'arracher les ouvrants. Alors, on a des cas où, dans certaines régions, les fenêtres sont mises, cette fois, toujours en tunnel, mais au nu intérieur. Donc là, on a la coupe horizontale. Donc là, toujours. Alors oui, une particularité, c'est que lorsque là vous avez une coupe horizontale sur le côté gauche, c'est que lorsque l'ouvrant se retourne en tableau, dans le cahier du CSTB, on vous indique que 40 mm minimum d'isolant dans les tableaux, et donc il faut que le dormant de la fenêtre soit capable de reprendre cette largeur d'isolant. Donc c'est pareil, ça conduit les gamistes à avoir des dormants un peu plus épais, voilà, sur les côtés et même en traverse basse, avec notre exigence des 40 mm et 25 mm de recouvrement en face. Ici, on a le cas avec un coffre de volet roulant qui est intégré, voilà. Alors, on a également des régions, comme en région Rhône-Alpes, à Lyon, où en fait les constructeurs préfèrent également, quitte à revenir mettre un habillage côté intérieur, préfèrent mettre de l'isolant également à l'intérieur, et donc on a une isolation répartie entre l'intérieur et l'extérieur. Ça permet de diminuer les épaisseurs d'isolant à l'extérieur pour des problèmes d'incendie. Voilà, mais on a toujours le même principe. Avec nos 40 mm, si on vient isoler les tableaux, nos 25 mm de recouvrement sur les dormants, l'enduit qui va se retourner jusqu'à la fenêtre et les bavettes en partie basse. Voilà. Alors, une autre technique, ça va être avec des bardages. Donc ça, on a plus, ça se fait assez régulièrement en façade de semi-rideau. Donc le principe des bardages, c'est qu'on a une lame d'air qui est ventilée. On a une entrée d'air en partie haute, enfin en partie haute de la fenêtre, et une évacuation en partie basse de la fenêtre à assurer. Voilà. Et donc ça, les informations pour la mise en œuvre, normalement, vous les trouvez dans les avis techniques de bardage. Voilà, ou DTU 41.2, mais qui est en cours de révision. On retrouve les têtures et vêtages, donc ça c'est des systèmes qui sont sous avis technique, et dans ces avis techniques vous avez des détails de mise en œuvre, mais en fait le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va être obligé, si on veut avoir une continuité de l'isolation avec la fenêtre, c'est d'avoir des réhausses sur les fenêtres. Pour l'isolation répartie, donc le cas des monomures, on va retrouver le béton cellulaire ou la terre cuite rectifiée. Donc là, c'est pareil. Là, dans le DTU, on a des règles de mise en œuvre, mais qui sont somme toute classiques, avec des dispositions particulières pour les fixations. Dans le cas de la MOB, alors le sujet de la MOB en ce moment est en cours, il y a des travaux de normalisation pour la révision du DTU 31.2. Il y a un DTU 31.4 qui est en cours de rédaction. Ah, j'avais de l'écho, excusez-moi, j'avais de l'écho dans le casque. C'est un DTU sur les façades en mur à ossature bois qui est en cours d'écriture, et donc il y a un groupe de travail en ce moment qui planche sur la liaison entre ces murs en ossature bois et les fenêtres. Alors le grand principe qu'il faut retenir, c'est que le plan d'étanchéité à l'eau est réalisé par le pare-pluie, et donc il va falloir réaliser le calfeutrement de la fenêtre sur le pare-pluie, et le plan d'étanchéité à l'air et d'imperméabilité à la vapeur d'eau est réalisé par vapeur qui est côté intérieur, et il va falloir également
calfeutrer la fenêtre sur ce pare-vapeur. Donc là, sur ce détail-là, vous voyez, là, donc là, on a l'extérieur qui est sur la gauche, là, et donc on a le pare-pluie qui est là. Là, par exemple, on a la fenêtre qui se retourne ici, et on vient se calfeutrer sur la face externe du mur et sur le pare-pluie, donc sur les 4 côtés. Et côté intérieur, eh bien, on a le pare-vapeur qui se retourne et on fait un calfeutrement. Donc il y a un double calfeutrement. Alors il faut faire très attention aux produits de calfeutrement qu'on va mettre en œuvre et s'assurer bien de la compatibilité, l'adhésivité sur les supports. On a des problèmes sur les pare-pluie avec des problèmes d'adhérence et donc il faut bien vérifier ça au cas par cas. Le troisième objectif, donc on a vu la continuité avec le pare-pluie, avec le pare-vapeur, et le troisième objectif, c'est de s'assurer que le traitement de la baie, la liaison entre le bardage et le dormant soit bien continue sur les 4 côtés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau, de ruissellement, de pluie bien sûr, entre le bardage et le pare-pluie. Voilà. Donc voilà très rapidement le schéma pour les murs à ossature bois. Bon, voilà très rapidement pour la mise en œuvre en cas de travaux neufs. Je vais vous parler rapidement des travaux de rénovation avec le principe général et puis les cas de pause avec isolation thermique par l'intérieur et par l'extérieur. Alors, les travaux de rénovation, bien sûr, doivent faire l'objet absolument d'une approche globale sur la rénovation énergétique, car ces travaux-là, ces chantiers-là sont réalisés en tranches, puisque souvent, bien, les occupants restent dans les logements, et donc il y a tout un programme de travaux à réaliser par tranches successives. Et donc, il faut avoir en tête l'objectif final donc de la réhabilitation et de manière à ce que à chaque étape on sache exactement où on va pour la fin des travaux. Donc c'est une logique globale à avoir sur l'enveloppe du bâtiment qui va avoir un impact également sur l'équilibre hygrothermique des bâtiments, avec nécessité de redimensionner, de dimensionner une ventilation, car bien souvent on a de la ventilation naturelle dans ces bâtiments-là, donc il faudra absolument bien coupler les travaux de changement des fenêtres avec une ventilation, c'est assez essentiel. Et puis ça va avoir un impact sur la sécurité incendie, puisque par exemple si on vient mettre un isolant extérieur sur un bâtiment existant, on va augmenter la masse combustible mobilisable et donc la propagation du feu par les façades ne doit pas être aggravée, donc il sera peut-être nécessaire de recréer ce qu'on appelle des C+D ou des recoupements, enfin voilà, mais il y aura donc un impact et donc mais c'est lié, voilà, l'isolant, la nature de l'isolant va être liée après avec la nature de la fenêtre si on a besoin de recréer des C+D. Par exemple, sur un bâtiment où on a des portes-fenêtres qui sont tout hauteur, sans C+D, voilà, dès qu'on va venir mettre un isolant, là on sera obligé de recréer des allèges avec un C+D. Alors, on va avoir 2 types de rénovation. Soit on a des bâtiments avec une façade qui a un intérêt architectural, ou alors une architecture très compliquée pour réaliser une isolation par l'extérieur. Et donc dans ce cas-là, on sera obligé de faire une isolation intérieure, ou même pas du tout d'isolation, mais quand on peut, donc ça sera une isolation intérieure. Donc dans ce cas-là, bien soit on fait une dépose complète des dormants existants et puis on revient mettre une nouvelle fenêtre. Donc ça c'est assez simple, c'est des travaux comme des travaux neufs. Simplement il faudra bien reconstituer les supports, les feuillures par un maçon. On peut une technique qui est très répandue, c'est de conserver les dormants existants et de rapporter une nouvelle fenêtre sur les dormants existants. Donc là, on enlève les ouvrants et on vient mettre la nouvelle fenêtre. Alors un point très important, c'est qu'il faut absolument ventiler l'espace qu'on va avoir entre les habillages extérieurs et les dormants bois, puisque l'humidité qui vient des bâtiments va migrer dans le dormant bois, et si on calfeutre tout ça, le bois ici va pourrir. Le problème, c'est que la fenêtre est fixée dans ces dormants bois. Donc ça, c'est très très important de bien avoir une aération des dormants bois existants sur l'extérieur. Alors, lorsqu'on vient faire une isolation thermique
par l'extérieur. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit on conserve les dormants existants, soit on va les enlever. Donc regardons tout de suite en conservant les dormants existants. Donc là, si on vient faire notre isolation par l'extérieur et on veut assurer une continuité pour limiter les ponts thermiques, on vient faire l'isolation des tableaux, le problème c'est que notre ventilation qu'on avait, sur laquelle j'ai insisté à l'instant, eh bien on vient boucher tout ça. Et donc on va créer un risque important de pourriture des bois, donc il faut surtout pas s'engager dans une voie comme ça, et de retourner et d'habiller les tableaux. Donc la solution de facilité, c'est de ne pas isoler les tableaux, mais du coup, on a des ponts thermiques. Donc là, il faut s'assurer auprès d'un bureau d'études thermiques. Donc l'intérêt d'avoir des ponts thermiques, si c'est viable d'un point de vue de la rénovation énergétique, et puis de s'assurer également de l'absence de risque de condensation au droit des murs périphériques avec une surventilation des locaux. Alors, l'intérêt de ça, et l'intérêt de garder de conserver les dormants existants et de pas tout déshabiller, c'est que c'est des travaux qui sont très rapides. Il y a juste les ouvrants à enlever, on vient mettre la nouvelle fenêtre. Bon, bien sûr, il faut essayer de restituer une étanchéité entre le dormant existant et le gros œuvre. Voilà, mais c'est des travaux qui sont très rapides et qui n'abîment pas l'intérieur des locaux. Alors, lorsque il y a la possibilité de faire abstraction des dormants existants. Donc, soit avec une dépose totale, et à ce moment-là, ça revient à faire du neuf. Par contre, ça nécessite d'arracher, on va abîmer les habillages intérieurs, donc il y aura certainement des travaux de plâtrerie à réaliser. Donc, si le logement est occupé, c'est un peu compliqué. La solution, en fait, c'est de déligner les dormants existants. Et de complètement s'en affranchir avec, pourquoi pas, déplacer le plan de pose de la fenêtre, ça c'est un exemple, hein, et le mettre en tunnel extérieur, et donc avec, vous voyez, les rehausses nécessaires qui permettront, le jour où on vient faire l'isolation par l'extérieur, que cette isolation se retourne et recouvre le dormant de manière à bien avoir nos 25 mm de recouvrement comme indiqué dans le cahier. Et donc ça, c'est une anticipation sur une approche globale. Et donc ces détails-là doivent bien sûr être réalisés en conception tout en amont du projet sur la rénovation énergétique de l'enveloppe. Bien écoutez, voilà, j'ai terminé ma présentation. Et je vous en remercie. Je vais vous laisser boire 2 ou 3 gorgées puisque vous avez parlé bien pendant bien longtemps. Mais on va quand même assez rapidement passer aux questions et aux réponses. Donc, avec la première, donc en client montagne, on a rapporté des cas de triple vitrage qui n'ont pas résisté aux différences de température intérieure-extérieure. Est-ce un problème de mise en œuvre ou une amélioration du vitrage fenêtre à rechercher ? Alors, dans la partie, le volet durabilité sur lequel je vous ai parlé, quand on parle de vitrage, on a un référentiel qui s'appelle le DTU 39. Et ce DTU 39, en fait, on vous indique toutes les conceptions des vitrages. Alors, la casse de vitrage en climat de montagne peut être due à de la casse thermique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un écart de température très important entre une partie du vitrage qui serait par exemple à l'ombre et une partie qui serait ensoleillée. Les triples vitrages sont des vitrages qui sont très absorbants et donc qui s'échauffent. Et on a aujourd'hui des outils qui permettent de faire des vérifications au cas par cas. Le miroitier, en fait, doit, s'il est informé bien sûr de la localisation du chantier et de l'implantation du vitrage, doit vérifier ce qu'on appelle cette analyse, doit réaliser une analyse de risque de casse thermique où il vérifie justement l'écart de température admissible entre 2 points du vitrage. Et donc une des solutions est par exemple de mettre un composant en verre trempé. Pour avoir un ordre d'idée, un vitrage recuit standard résiste à un écart de température entre 2 points du vitrage d'une trentaine de degrés, alors qu'un vitrage trempé admet 200 degrés d'écart entre 2 points. Voilà. Très bien. Seconde question. Que fait-on de la garde à l'eau sur un seuil PMR ? Alors,
la garde à l'eau sur un seuil PMR. Donc là, on doit avoir notre garde à l'eau de 5 cm. Par contre, pour avoir alors attendez, je peux revenir sur les détails. Alors, et donc il voit ça. Attendez, excusez-moi. Ah voilà. Alors, hop, un exemple. Voilà, par exemple. Voilà, donc on a cette garde à l'eau de 50 mm entre le calfeutrement du seuil PMR et la partie extérieure du balcon. Eh bien, on est obligé, la réglementation, du coup, conduit à avoir, par exemple, des dalles sur plot pour que le niveau supérieur du balcon et la partie la plus en saillie de la traverse basse soit inférieure à 20 mm. Voilà. Ensuite, une question qui porte sur la sécurité des personnes à la chute. Dans le cas de fenêtres en hauteur, avec allège fixe, vitrée par vitrage isolant qui comporte une face feuilletée, est-ce que celle-ci doit être située côté intérieur ou côté extérieur? Alors, les deux sont possibles. La façon la plus simple, c'est de mettre le vitrage côté extérieur parce que on n'aura pas nécessairement recours à des essais. Aujourd'hui, alors, vous avez la réponse dans le DTU 39, dans le fascicule, la partie 5, en fait, qui vous indique, en fonction de la surface de l'allège, donc la surface du vitrage, la nature du vitrage qu'il faut mettre en œuvre. Donc, par exemple, sur un vitrage qui fait moins de 2 mètres carrés, il faut un vitrage feuilleté 44 bleu permet de résister à un choc, le choc requis pour la sécurisation vis-à-vis des risques de chute dans le vide. Si on met ce vitrage feuilleté côté extérieur, on n'a pas besoin de faire d'essai. Par contre, si on met le vitrage côté intérieur, eh bien, il faut vérifier que sous l'action du sac, on va pas avoir la casse du composant extérieur qui serait susceptible d'être dangereuse pour une personne qui serait en pied de façade. Voilà. Donc la réponse la plus simple, c'est de mettre le feuilleté à l'extérieur, mais il est possible de le mettre à l'intérieur moyennant des essais. Voilà. Ensuite, il y avait une question qui portait sur la nature de la fenêtre. Je pense que c'était au moment où on parlait des systèmes ventilés. Donc la question était, quelle est la nature de la fenêtre PVC, bois ou alu? Donc c'était vraiment tout à fait en début de... Ventilé, pardon ou... Ah, ventilé. Oui. Ah, oui, alors ça c'est un exemple de fenêtre mixte avec un profilé intérieur en bois lamellé collé, une mousse alvéolaire et un capotage en aluminium. Voilà. Et la partie ouvrante est composée d'un dormant bois lamellé collé avec un cadre alu qui permet l'ouverture du semi-fixe. On a ensuite toute une série de questions assez précises. Pour un seuil avec dalle sur plot, la dalle sur plot ne vient-elle pas écraser la pluie de la menuiserie extérieure avec... Alors, je vais reprendre les détails. Alors là, oui, voilà, là, on a deux exemples. Voilà, on a ce cas-là. On a le dormant qui est vraiment sur l'appui béton et la dalle sur plot qui est indépendante, donc qui est posée sur son plot. Alors on a toujours le problème du raccord parce que on a les dalles sur plot qui sont en porte-à-faux avec un risque de basculement si on vient mettre le pied ici. Lorsqu'on a des seuils encastrés, ça se complique. Parce que si on vient mettre la dalle, le plot ici, la dalle sur plot, on ne sait plus l'arrêter. Alors aujourd'hui, il existe deux possibilités. Il y a des gamistes qui ont développé des seuils avec en partie supérieure on va dire un profilé qui permet de compenser la hauteur de manière à ce que la dalle sur plot puisse s'arrêter à ce niveau-là
sans recouvrir l'appui. Là, dans ce cas-là, j'ai volontairement mis la dalle sur plot qui vient appuyer ici, mais ça, c'est réservé uniquement au système de gamme pour lequel le gamiste autorise ce montage, ce dispositif constructif. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait des toiles, si c'est un dormant PVC, il faut qu'il y ait des toiles qui renforcent la pièce d'appui dans cette partie-là. Il faut qu'il y ait des possibilités d'évacuation des eaux de drainage avec un calage spécifique, mais ça, c'est admissible si bien sûr le gamiste l'autorise. Voilà. Ensuite, une question sur les classes. Quelles sont les classes de mastic comprimante recommandées? Alors, le DTU parle de classe 1. Alors, classe 1, ça veut dire, alors suivant, je ne sais plus quelle norme, donc c'est une classe d'étanchéité à l'eau à 600 pascal. Donc voilà, donc c'est les classes 1. Par contre, ce qui est très très important pour les mousses imprégnées, c'est de s'assurer de la plage de calfeutrement à réaliser. Donc la plage, ça veut dire la largeur. Et donc il faut faire l'analyse entre toutes les variations dimensionnelles en périphérie de la fenêtre, avec les tolérances du gros œuvre, bien s'assurer qu'on ait bien des dressages de tableau pour que les tolérances soient respectées. Et dans l'idéal, avoir une seule référence de fenêtre qui permet de faire le tour de cette fenêtre-là. Alors, les mousses imprégnées ont une certaine largeur, et donc il faut que la partie du côté dormant soit plane sur la largeur de la mousse imprégnée, de la même façon que le mastic. Voilà. Alors, est-ce que la pose de comprimante est obligatoire? Alors non, bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a 3 types de calfeutrement qui sont autorisés dans le DTU 36.5. On a les mastiques sur fond de joint. Les mastiques sur fond de joint sont mis en œuvre conformément au DTU 44.1. On a les mousses imprégnées, donc elles qui font l'objet de cahiers des charges validés par un organisme agréé. On a les membranes d'étanchéité qui sont également qui font l'objet de cahiers des charges validés par un organisme agréé. Voilà, c'est les 3 types de calfeutrement autorisés. Alors, les mousses expansives type polyuréthane sont bien à proscrire et sont bien indiquées clairement dans le DTU. Elles ne permettent pas de réaliser un calfeutrement d'étanchéité à l'eau et à l'air. Elles peuvent apporter un complément pour une isolation thermique. Par contre, il faut faire très attention à la nature de la mousse expansive. Il faut qu'il y ait une expansion limitée de cette mousse, parce que sinon, elle peut pousser sur les dormants de fenêtres et les déformer. Voilà. Donc, c'est des produits de calfeutrement, pas de calfeutrement, pardon, mais de complément d'isolation thermique. Voilà. D'accord, merci. Comment faire dans le cas où les persiennes existantes sont conservées et ne permettent pas de retourner l'isolant en tableau? Alors, donc là, on est dans le cas, alors en rénovation, voilà, ben on serait dans ce cas-là. Donc après, ça c'est une étude globale et en fait avec le thermicien de savoir si on peut se permettre de ne pas avoir d'isolation des tableaux, pour des raisons de pont thermique et puis de risque de pourriture, de condensation dans les murs. Une solution, c'est enlever les persiennes et de mettre des protections solaires, donc soit des brise soleil orientales, ou alors d'autres fermetures, des volets roulants ou des volets coulissants ou battants. Très bien. Pour le respect des tolérances de calfeutrement, est-ce que le calage des menuiseries est obligatoire? Alors, le calage des menuiseries est obligatoire. Il est obligatoire en partie basse. En fait, l'intérêt de caler une menuiserie, donc on a deux objectifs. Le premier, ça va être l'assise de la menuiserie. Donc, quand on vient poser la fenêtre, mettons sur une pièce d'appui, et ben ça va permettre une reprise du poids. Donc, on va disposer des cales au droit des montants. Et au droit pour les fixes des cales de vitrage des châssis fixes.
Pour les coulissants, le calage, on va demander à avoir un calage continu ou alors une succession de cales de tous les 30 cm maxi. Ce calage, il a un autre rôle, c'est qu'il va permettre d'avoir un espace minimal pour pouvoir disposer le produit de calfeutrement. Par exemple, un mastic, l'espace minimum est de 5 mm. On ne peut pas faire un mastic en congé de biais. Il faut surtout pas faire ça, c'est complètement interdit par le DTU. On a des problèmes de cisaillement de ces mastiques-là dus à des problèmes de dilatation des matériaux dans le temps, et donc ces joints se fissurent. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un espace creux pour pouvoir faire un mastic, ou par exemple mettre une mousse imprégnée dans un espace réservé. Voilà. Alors ensuite, une question qui est en plusieurs parties, donc je vais vous lire toutes les parties. Sur une pose de verrière en toiture avec une pente de 15, quelle est la hauteur à respecter pour satisfaire les normes d'étanchéité? Est-il possible de coller une étanchéité sur les montants? Et petite précision, la verrière se trouve sur une toiture en tuiles. Alors, là, c'est pas trop le sujet en fait de connaître. Oui. Mais peut-être que la personne peut se rapprocher de moi et puis j'y répondrai en Donc particulier. on va faire ça comme ça. Est-il vrai que les vitrages des menuiseries PVC peuvent se coller au profil en cas d'incendie et rendre plus dangereuse l'intervention des pompiers? Pas du tout, non, non, pas du tout. D'accord, réponse simple, claire et nette. Et enfin, on va prendre une dernière question parce qu'on arrive vraiment au bout du timing. Comment traiter la garde à l'eau des portes d'entrée sans dalles sur plot? Alors, la garde à l'eau sur une porte d'entrée sans dalle sur plot, il y a la solution de réaliser un caniveau juste en pied de la porte. Voilà, avec un caillebotis. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce rendez-vous expert. Je vous donne rendez-vous le prochain qui portera sur les règles rage et donc ce sera le 16 avril. Mais vous recevrez une invitation comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je rappelle que si vous avez d'autres questions ou si vous posez ou si vous avez besoin d'illustrations plus précises, je vous renvoie donc au dernier ouvrage de Pierre Martin, Pose de menuiserie extérieure, donc paru aux éditions du Moniteur. Sur ces belles paroles, bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.